Bonjour à tous, bienvenue sur 10 questions à mon praticien Ayurveda et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Morgane Valvreni de Narayana. J'espère que je ne l'ai pas écorché. C'est bon. Donc merci à tous ceux qui nous suivent Bonjour. et donc merci à toi de ta présence. Est-ce que déjà tu pourrais te présenter brièvement et ta pratique? Oui, je m'appelle Morgane, voilà. Je consulte, mon cabinet est à Albi, donc je pratique l'Ayurveda depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Je fais des consultations à Albi, je suis aussi formateur à Toulouse. J'enseigne la phytothérapie ayurvédique principalement et la clinique pour des futurs praticiens. Et je conduis des cures aussi, voilà. Des cures à Albi, à mon cabinet, ou parfois dans des gîtes, etc. Donc pareil, je conduis des cures ayurvédiques, je fais du panchakarma aussi. Donc voilà. Plusieurs cordes à ton arc dans le domaine de l'Ayurveda. Voilà. Alors la première question, l'Ayurveda, pour toi, vraiment personnellement, c'est quoi? Ah oui. Ok. Oui, vaste question. C'est une médecine traditionnelle. Donc, il y a plusieurs aspects. En fait, justement, dans mes cours en formation, je liste un petit peu tous les mots de ce qu'est l'Ayurveda et ce que ne l'est pas non plus. Enfin, ce que n'est pas l'Ayurveda, du coup. Vous voyez, là, le premier mot qui me vient en tête, c'est médecine traditionnelle. Ouais. Donc, ça implique pas mal de choses, finalement, par rapport à notre conception moderne de la médecine. Ça, c'est clair. Ça, tout le monde le sait. Après, j'aime bien dire que c'est une médecine allopathique parce que c'est pas quelque chose qui est évident pour tout le monde. Et pourtant, en fait, d'un point de vue de la définition stricte, c'est une médecine allopathique. Ça veut simplement dire qu'on soigne par les contraires. Après, traditionnel, alors il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. C'est déjà, il y a un petit peu cette idée qui est un peu saugrenue dans notre monde moderne, c'est que les anciens en savaient plus que nous par rapport à cette idée de la médecine qui évolue avec le temps. C'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus on connaît des choses, plus on est précis, etc. Ça, c'est vraiment l'idée de la médecine scientifique moderne. Dans les médecines traditionnelles, on a plutôt tendance à croire l'inverse, c'est-à-dire que plus on remonte dans le temps, plus les médecins de l'époque étaient compétents. Et finalement, le savoir, la connaissance se perd, se dilue un peu avec les générations. Donc ça, c'est déjà une originalité, je dirais. Après, c'est une médecine traditionnelle dans la transmission, c'est-à-dire que c'est une transmission de maître à disciple. Alors maintenant, il y a les facs d'Ayurveda en Inde, etc. Mais à la base, c'est ça, comme beaucoup de disciplines védiques, en fait, c'était transmis dans des gurukuls. Il y avait un disciple qui se mettait au service du maître pendant 12 années, avant de prendre son indépendance. Et puis, après, c'est une médecine qui correspond à une vision du monde qui n'est plus tellement d'actualité. C'est-à-dire que la médecine moderne en Europe s'est construite un petit peu en porte-à-faux avec cette vision de la médecine. C'est-à-dire que c'est grosso modo la médecine des humeurs, quoi. C'est-à-dire, au lieu de parler de la bile, du tempérament sanguin, du flegme, de la pituite, de la mélancolie, des choses comme ça, nous, on va parler des doshas. Les anciens, ici, en France, je veux dire, ils considéraient chaque humeur comme étant liée à un élément. Par exemple, la bile, c'est lié à l'élément feu, la mélancolie à l'élément terre, etc. Nous, on va lier ça à une combinaison d'éléments. C'est un petit peu la subtilité, mais finalement, ça reste les mêmes principes. C'est une médecine qui est basée sur les éléments, et les éléments, c'était la conception traditionnelle de la physique ancienne, en fait. Voilà. Donc, on a gardé cette vision de la nature, cette vision du corps. Et puis voilà. Ça, c'est les premières choses qui me viennent en tête. C'est assez théorique. Hein. Après, au niveau pratique, bon, ça, c'est des choses que je pense que tout le monde sait. C'est une médecine holistique, c'est-à-dire qu'on va à la fois travailler sur l'alimentation, sur les saisons, sur l'environnement, sur la qualité de ce qu'on mange, la quantité, les saveurs de ce qu'on mange. Et puis tout ça, ça va avoir un impact sur l'équilibre des doshas en nous, bien sûr.
et voir le déséquilibre aussi. Parce que c'est une médecine de l'équilibre. Ça, c'est vraiment voilà, le point clé, à mon avis, de l'Ayurveda, c'est la médecine de l'équilibre. On va chercher vraiment l'équilibre entre les éléments, l'équilibre donc entre les doshas, et qu'on dit que bah, si on arrive à un point d'équilibre, grosso modo, on est censé être en bonne santé. Voilà. Sauf que ce point d'équilibre, c'est un peu un idéal. C'est-à-dire que dosha, par définition, ça veut dire déséquilibre. Donc finalement, par définition, par nature, ils ont tendance à se déséquilibrer. Donc c'est une sorte d'idéal. Alors, il ne faut pas le voir comme un but absolu à atteindre, mais au moins vers quelque chose vers lequel on peut tendre. Plus on tend vers ça, plus on est sur un chemin de la santé. En quelque sorte. Voilà. Après, il y aura plein de choses à dire. C'est une médecine complémentaire, dans le sens où ça se complète bien, enfin pas tout le temps, mais souvent on peut avoir un suivi médical et un suivi ayurvédique. Les deux ne sont pas incompatibles. Hein. Il faut juste connaître certaines choses, les interactions, notamment entre les plantes, les médicaments, tout ça. Bon, c'est un peu technique, mais c'est pas inenvisageable. Voilà, alternative parfois, parce que bah, y a des entités nosographiques, on appelle ça, c'est un mot un peu barbare. C'est-à-dire le fait des maladies en fait qui sont reconnues dans l'Ayurveda et pas reconnues dans la médecine moderne. Donc en fait, nous on a notre propre nomenclature des maladies. En fait, il n'y a pas le traitement ayurvédique de l'arthrose, de la polyarthrite. Nous, on a nos propres mots, nos propres définitions, nos propres sampraptis, c'est-à-dire la manière dont ça va se mettre en place, ce déséquilibre. Donc, on est dans un autre monde hein, quand même. Hein. Voilà. Ok. La deuxième question, comment et quand es-tu arrivé, toi, à l'Ayurveda? En Inde. En Inde. Enfin, pas tout de suite, parce que finalement, moi, je viens d'un parcours scientifique. J'étais en bio hein, à la fac. Bon, j'étudie aussi la géologie, c'est un parcours un peu mixte. Mais voilà, donc j'ai un bagage scientifique et puis j'étais passionné d'Inde et puis de spiritualité en général. Donc finalement, ça m'a conduit à y aller, pour aller voir ce qui se passe. Mais avant ça, en fait, j'étais aussi, et je suis toujours, passionné d'alchimie. Donc de l'alchimie, alors il y a l'alchimie avec les métaux, transformer du plomb en or, etc. Hein, ça, Oui, c'est... mais le ça existe. cliché, on va dire. Oui, ça existe, ça existe. Et en Inde aussi, d'ailleurs, c'est mon gourou en Inde, enfin mon maître, hein, c'est pas un gros mot. Hein. En Inde, il est alchimiste ayurvédique. Euh, mais je m'y intéressais à la version occidentale, c'est-à-dire la version, vous savez, avec tous les dessins, avec des cornues, avec des symboles dedans, des dragons, des étoiles, des machins. Tout ça, ça m'a toujours passionné. Et ça a aussi été concret parce que j'ai travaillé au début surtout avec l'alchimie végétale, ce qu'on appelle la spagyrie. Donc j'ai commencé en fait à toucher un peu aux plantes et aux thérapeutiques avec l'alchimie végétale. Donc quand je suis arrivé en Inde, que j'ai rencontré un médecin ayurvédique, bon, on a tout de suite accroché là-dessus, quoi. On a échangé sur les plantes énormément. Puis en plus, à la fac, j'avais fait un petit peu de botanique quand même. Donc bon, c'est bien trouvé, quoi. Puis après, finalement, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être intéressant d'apprendre l'Ayurveda. Mais je me suis aussi soigné. Une fois, j'ai eu une crève carabinée à Rishikesh avec de la fièvre et tout, et il n'y avait pas de médecin à côté. Il y avait juste une pharmacie ayurvédique qui m'ont donné, ils m'ont donné des pilules avec de l'or et tout. Enfin, ça me paraissait un peu bizarre. Et finalement, ça a été super efficace. Et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose là, allez voir. Donc voilà, j'y suis retourné. Et puis bah, après, donc, j'ai rencontré ce médecin hein, qui est devenu mon maître en Ayurveda. Et puis bah, finalement, je suis retourné, je suis retourné. C'est à Bénarès. Donc voilà, j'ai fait les allers-retours comme ça pendant une dizaine d'années, un peu moins. 6 mois en France, 6 mois en Inde, parfois 3 mois, parfois presque un an là-bas. Enfin, donc je suis resté un peu scotché à Bénarès, on va dire, ce qui arrive à des gens qui vont en Inde, des gens très bien. Et voilà, et en fait, j'ai appris. Et j'ai appris avec lui dans sa pharmacie. C'est-à-dire que c'est un pharmacien ayurvédique, ouais. C'est un producteur de produits ayurvédiques. Forcément, vu que c'est un alchimiste, il tâte les casseroles, les alambics et les fours alchimiques. Donc, il produit des remèdes ayurvédiques. Donc, finalement, je me suis installé dans sa pharmacie. Et puis, c'est là aussi où j'ai ses consultations. Donc voilà, en fait, c'était ça. Après, j'ai été voir aussi des collègues à lui pour des formations un peu plus techniques, c'est-à-dire les massages, le panchakarma.
parce que lui, il n'avait pas le temps de s'occuper de ça. Lui, il était vraiment dans. Donc il m'a emmené, il m'a recommandé à Bénarès toujours, hein, mais voilà. Grosso modo, comment j'ai découvert l'Ayurveda. Je ne sais pas si c'est assez clair, ça me paraît un peu touffu comme ça. Ça va? Non, non, ça va. Il n'y a Bon, pas de bonne ou mauvaise réponse de toute bon, façon. d'accord, ok. La troisième question, c'est est-ce que tu te rappelles de tes premiers rendez-vous, tes premiers bilans ayurvédiques? Waouh! Qu'est-ce que tu en retiens? Ah ouais, ça remonte pas mal maintenant. En fait, au début, j'ai fait un peu comme beaucoup de gens, c'est-à-dire que j'ai commencé par faire des massages. C'est un peu comme ça, bah, vu que je revenais d'Inde, j'ai été voir Vincent Maréchal qui m'a formé au massage, à des choses un petit peu plus accessibles, on va dire, pour les Occidentaux, pour pouvoir m'installer, en faire quelque chose de concret. Donc, je me suis fait la main en faisant des massages. Et puis, bah, quand on fait des massages, on observe des corps, on observe. Puis, les gens, souvent, ils viennent vous raconter tous leurs problèmes. Oui, mais j'ai ci, ça, ça. Donc, finalement, au bout d'un moment, je me suis senti à l'aise. Je suis retourné en Inde pour avoir la validation de mon maître en disant est-ce que tu crois que je peux commencer à faire des bilans? Il me dit vas-y, de toute façon, au pire, tu m'envoies les dossiers et je te ferai un retour. Donc, je me suis lancé. Et finalement, bah, je me rendais compte que je le faisais déjà. Sauf que là, c'était beaucoup plus formel avec le questionnaire Prakriti sur place, l'examen, etc. Et avec la prise de pouls aussi. Donc là, à un moment donné, c'est devenu plus concret, quoi. Donc finalement, le fait de me lancer concrètement à faire des bilans avec la méthode qu'il faut, bah, ça m'a rassuré. Je me suis dit, c'est bon, c'est le moment, je peux le faire. Et après, quand je suis retourné en Inde, j'ai été lui donner des dossiers. Et puis, il y avait des choses sur lesquelles il m'avait validé, d'autres où il a dit, tiens, il faudrait plus que tu regardes ça, tu as oublié de regarder ci. Donc, c'était un peu laborieux au début. Et en fait, c'est là où j'ai bossé vachement tout seul. C'est-à-dire, j'ai bossé beaucoup avec les textes classiques, c'est-à-dire vraiment, j'avais la Charak Samhita toujours avec moi, et je l'ai toujours, hein. Et puis aussi, Google est mon ami et mon autre maître. Et un site Easy Ayurveda qui est vraiment merveilleux, qui est fait par un Védia, Oui, voilà, que beaucoup de gens du métier connaissent. Vraiment, où là, c'est une mine d'or. Donc, bah, finalement, et puis comme j'avais une formation scientifique, j'avais aussi accès à la méthodologie de la littérature scientifique, la bibliographie, en fait. Et comme tout est répertorié, c'est-à-dire qu'à chaque fois, comme là-bas en Inde, l'Ayurveda, c'est officiel, c'est dans un système universitaire, bah, les étudiants, ils font leur travail, leur stage de fin d'année, et après, ils publient leurs résultats. Donc finalement, quand on tape le nom d'un problème ou d'une maladie, on voit tout ce qui a pu être testé cliniquement, avec quelle plante, quel type de protocole thérapeutique, etc. Donc après, il faut savoir faire la traduction entre ce que peut être d'un point de vue médical moderne le trouble de la personne et ce qu'est d'un point de vue ayurvédique. Ça, c'est tout le travail à faire, quoi, pour éviter qu'on empiète sur les plates-bandes des médecins, parce que si on commence à dire on va guérir ci, on va guérir ça, c'est fini, hein. Mais donc il y a un vrai travail de compréhension, c'est-à-dire que finalement, en fait, c'est là où on étudie le plus, c'est quand on bosse et qu'on expérimente, qu'on étudie le plus, quand on est sur le tas, là. Voilà. Et puis après, au début, j'étais un peu genre, j'ai peur de pas savoir si, c'est-à-dire, ah oui, mais elle va me parler, elle a une maladie, je sais même pas le nom, je comprends rien, qu'est-ce que je vais pouvoir lui proposer comme accompagnement en plus de son suivi médical. Donc je me limitais finalement à des choses assez générales et avec la peur de pas savoir. Puis en fait, je me suis rendu compte que pas savoir, c'était bien. Donc ça finalement, pousse à et que les, chercher. ben oui, et puis que les gens qui avaient des problèmes, ceux qui étaient les experts des problèmes, c'est les patients. Les experts des maladies, c'est les patients, en fait, c'est pas les thérapeutes. Les patients en connaissent beaucoup plus sur leurs problèmes que les thérapeutes pourront jamais. Donc finalement, il suffit d'écouter. Voilà, c'est On est ça. d'accord. Et puis pas hésiter à dire, bah, je connais pas, racontez-moi, qu'est-ce qui vous arrive, décrivez-moi et tout. Et en fait, après, ça devient un peu comme une enquête. Et ça, j'aime bien. Ça, j'ai bien aimé le côté enquête du bilan ayurvédique. Et là, c'est chouette. Voilà. Donc, je suis un peu plus à l'aise aujourd'hui avec ça. Bon, pas toujours. Il y a des moments où je patauge aussi, hein, comme tout le monde, hein. Puis,
Voilà. Je te rejoins sur le côté enquête. Alors, je l'avais déjà dans mes autres pratiques. Ouais. Et j'aime beaucoup ce côté Ouais. recherche, creuser, croiser les données, etc. Et en Ayurveda, c'est littéralement inévitable Ouais. si on veut faire les choses un minimum bien, je dirais. Ouais. Et c'est vrai que c'est toujours à chaque nouvelle pathologie ou nouveau cas, c'est tout un processus de recherche et d'investigation qui est très passionnant, j'avoue. Et c'est là aussi. Quatrième question. Ah, Alors, pardon. Ouais, avant, allons-y. petite remarque, je te vois jouer avec tes lunettes. Il y a une petite astuce. Tu remontes un petit peu les bretelles comme ça pour éviter d'avoir le Ouais, reflet, parce en que fait. j'ai le casque, en fait, c'est pour ça. Je crois Je que, connais le. je crois que c'est un peu Et un du tic. coup, C'est un peu un tic aussi. Je n'ai pas des lunettes depuis très longtemps et je m'amuse pas mal avec ça. ah, Voilà, je compense par rapport au stress de l'interview. je croyais que c'est que Voilà. tu Bon, jouais allez, pour les plus rien, plus de reflets parce que béquilles. je connais le Ok, problème aussi. ok. Plus de béquilles, allez, j'arrête. Vas-y. Alors, quatrième question. Es-tu plutôt direct et ou visio? Et donc, ta ville, bah, tu nous l'as dit, tu es sur Alibi. Ah, plutôt direct. Parce que pour l'examen ayurvédique, il y a des observations à faire et notamment la prise de pouls. On ne peut pas faire de prise de pouls en visio. Donc forcément, c'est limité. Et au début, j'en faisais pas, mais comme beaucoup de thérapeutes, après, pendant le Covid et après, je me suis lancé, quoi. Voilà, il fallait bien que je travaille. Et puis je me suis dit, bon, allez, je vais arrêter de faire le vieux jeu, genre puriste, etc. Donc j'ai commencé à faire des téléconsultations et c'était pas mal. C'est-à-dire que, bon, ça remplace pas une consultation de visu, mais en même temps, les gens, ils sont aussi, par leur description, par ce qui leur arrive, en écoutant bien, on arrive quand même à avoir des résultats. Donc ça, c'est pas mal. Après, moi, je pratique maintenant une spécialité qui est Buddhvidya, qui est la psychologie ayurvédique. Donc, c'est des bilans spéciaux. Et ça, c'est beaucoup plus subtil, dans le sens où c'est pas un examen physique. C'est-à-dire quand on a un trouble psychique, ça se voit pas forcément physiquement. Donc, du coup, c'est des questionnaires, pareil, que j'ai mis en place en fonction des informations qu'il y a dans les textes classiques. Et ça se fait bien en visio. Pas de problème, quoi. Voilà. Donc, du coup, D'accord. maintenant, je travaille de plus en plus en visio, finalement. Après, on ne peut pas faire de cure en visio. On ne peut pas faire de pancha karma en visio. Donc, pour tout ce qui est soin, D'accord. là, pour tout ce qui est soin, il n'y a pas de secret, quoi. Il faut avoir la personne au cabinet, sur la table. Alors, la cinquième question, je pense du coup déjà avoir la réponse. As-tu une spécialité ou un domaine de prédilection dans l'Ayurveda? Ben oui, justement, c'est la huitième branche, entre guillemets. Alors, c'est pas il n'y a pas vraiment d'ordre, mais on dit qu'il y a 8 spécialités en Oui. Ayurveda, traditionnellement. Et donc, il y a la pédiatrie, la toxicologie, etc. Et donc, moi, j'ai effectivement été très, très vite attiré par la psychiatrie ayurvédique. Je précise ayurvédique, hein, parce que ça n'a rien à voir avec la psychiatrie moderne. Donc oui, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a attiré depuis le début, en fait, depuis très longtemps. Et, euh, et voilà, je me suis spécialisé là-dedans. Alors je l'ai fait avec un médecin qui est donc un collègue de mon maître. Parce que mon maître, il me disait, moi, tu sais, la Buddhvidya, c'est pas ma spécialité, donc va voir un tel. Donc c'était un prof, en fait, de la fac à Bénarès, qui est donc responsable du département de psychologie ayurvédique, en fait. Enfin, on appelle pas ça psychologie ayurvédique, on appelle ça Manasorog Chikitsa, soin du mental, en gros, hein, thérapie mentale. Il y a des départements, alors il y en a très peu en Inde, hein. Ce n'est pas une spécialité qui est super, super développée, comme la psychiatrie conventionnelle. D'ailleurs, en Inde, c'est un peu compliqué de trouver des psychiatres, et bref. Mais j'y suis quand même allé, et puis donc il m'a un petit peu briefé. J'ai fait j'ai assisté à quelques séances de ses élèves, mais pour me rendre compte finalement que ce savoir-là, en fait, il a un petit peu, avec les années, avec les siècles même, on peut dire, hein, ça se compte en siècles, il a un petit peu échappé aux mains des Vaidyas. Et il est tombé dans les mains, et c'était déjà le cas, des guérisseurs beaucoup plus traditionnels. C'est-à-dire des guérisseurs tantriques, par exemple, ou des guérisseurs, des sortes de chamans, en gros.
c'est pas, en gros, par exemple, au Népal, c'est ceux qui s'occupent de ça, c'est les chamans, les jankris, on appelle. En Inde, on les appelle les ojas, les tantriques aussi. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre des thérapies subtiles, des thérapies rituelles, etc. Donc ça, c'est pas tellement les Vaidyas qui... Alors, en tout cas, pas celui que j'ai fréquenté, même s'il pratique beaucoup de rituels et il est aussi tantrique, mais c'est une autre histoire. Il ne travaille pas sur ça. Donc, du coup, j'ai été plus aller rechercher cette connaissance auprès des tantriques. Donc, à Bénarès, il y en a. Il y en a partout en Inde. Il y a des lieux quand même où ils sont plus que d'autres. Et donc, j'ai suivi leur enseignement. Je suis encore dedans, hein, mais c'est infini, hein, c'est comme l'Ayurveda, un classique. Hein, donc, c'est des enseignements pas tellement théoriques, il faut dire ce qui est, beaucoup plus pratiques. Donc, c'est des pratiques, c'est des pratiques spirituelles, des pratiques, on apprend des pratiques rituelles aussi, beaucoup. Donc ça, pareil, en fait, j'ai fait ça en parallèle. C'est-à-dire que en gros, le matin ou l'après-midi, j'étais avec mon Vaidia et c'était dans une pharmacie. Et le soir, j'étais avec les tantriques autour du feu, quoi. Voilà. Donc pareil, ça a pris pas mal de temps avant de mettre ça vraiment formellement. J'ai dû passer par carrément écrire un bouquin sur la question qui est sorti l'année dernière. J'ai écrit un bouquin, un bon petit pavé, à peu près 300 pages sur la psychologie ayurvédique. Il n'y avait rien en français dessus, donc je me suis dit c'est la bonne occasion. Puis moi, ça m'a permis un peu de trier dans tout ce que j'avais vécu, tous les trucs que j'avais lus, tout ça. Donc voilà, donc ça c'est aussi un truc qui m'a permis de concrétiser tout ça. Oui, puis c'est vrai qu'en français, on reste assez limité. Je le rappelle d'ailleurs au public qui serait bilingue, n'hésitez pas à aller sur le côté anglophone qui est souvent beaucoup plus fourni et beaucoup plus détaillé, on va dire, que le côté français. Même si on a quelques ouvrages qui ont été traduits en français, mais c'est quand même très limité dans la littérature ayurvédique, on va dire, au sens large. La 6e question, toi, à titre personnel, qu'as-tu le plus gagné avant et après la mise en place et la découverte de l'Ayurveda dans ta vie? Ah oui. Là, c'est une bonne question. Une meilleure compréhension de mon corps, de mon fonctionnement. Disons que dès que j'ai un petit truc de travers, je prends mon pouls, je vois, j'analyse mes selles, mon appétit, l'urine, tout ça, et je sais à peu près, du point de vue ayurvédique, quel est le dosha qui pose problème. Donc, du coup, on dirait meilleure compréhension et peut-être aussi meilleure écoute du corps. Oui, complètement. Donc, je sais quel dosha pose problème. Après, ça ne veut pas dire forcément que je vais tout faire pour me soigner. Ça, c'est autre chose. Par exemple, par exemple, avec l'été qu'on a eu, la hausse de température, et puis qu'en plus, moi, depuis pas mal d'années, j'ai tendance à avoir un pitta qui se déséquilibre facilement. Bon, voilà. Au moins, on sait à quoi s'en tenir, quoi. Dire, c'était pas du tout le moment. On n'allait pas s'imaginer que le pitta allait diminuer comme ça par magie tout seul. Hein. Donc voilà. Donc je sais quel type d'alimentation je dois prendre. Je sais quel type de produits, de plantes parfois je dois prendre en première intention au moins. Et puis et du coup, c'est une compréhension. C'est comme si on avait justement, on parlait des lunettes. Je rebidouille mes lunettes. C'est comme si on avait des lunettes d'ayurvédiste, quoi. C'est-à-dire, on voit notre corps, on voit tout ce qui nous arrive en fonction de l'équilibre des doshas. Et donc ça, c'est une grande clé. Enfin, je veux dire, c'est quand même un luxe, quoi, presque, de se dire, bon, voilà, il m'arrive ça, je peux l'interpréter. Et l'interpréter d'une manière rationnelle, c'est-à-dire par le raisonnement, yukti. C'est pas juste une intuition, ou c'est vraiment une démarche rationnelle, dans le sens, voilà, si j'ai tel dosha en excès, c'est parce que je suis dans telle saison, parce que j'ai mangé ci, parce que j'ai mangé ça, etc. Quoi. Donc, à un moment donné, je sais quelle chose régler, quelle chose changer pour que ça aille mieux. Après, ça ne m'immunise pas contre le fait de tomber malade, ou etc. Hein. Je veux dire, je suis pas un surhomme parce que je sais ça. Hein. C'est juste que on sait un peu à quoi s'en tenir. Quoi. Voilà. Tout à fait.
La 7e question, quel est, toi, ton rituel favori parmi toutes les choses qui peuvent être recommandées en Ayurveda? En fait, je suis pas tellement rituel. C'est-à-dire que la dinacharya, c'est pas trop mon truc, en fait. Faut que j'avoue, hein, parce que c'est vraiment des pratiques comme ça qui s'accumulent et j'ai pas de rituels généraux. C'est-à-dire, tu vois, me dire que tous les jours, il faudrait que je mette 2 gouttes de huile de sésame dans le nez, tous les jours, il va falloir que... Donc, non, ça, je le fais pas. Par contre, quand j'ai un déséquilibre particulier, je sais ce qu'il faut faire. Et je sais les pratiques qu'il faut que je fasse. Par exemple, effectivement, quand je sens que je commence à avoir le nez un petit peu sec, quand je sens que je commence à moucher facilement et être facilement irrité, je vais faire du nasya. Je vais faire du nasya. Pas forcément avec de l'huile de sésame, avec des huiles plus adaptées pour moi, la Nutella ou des choses plus douces. Ça, je saurais faire. Voilà. Après, il y a aussi des choses que je m'abstiens de faire, simplement en m'écoutant. Le fait de ne pas manger le matin, avant 10 heures. J'ai été élevé comme tout le monde avec le truc, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important, tralali, tralala. Moi, ça m'a jamais réussi. Au point même où, je veux dire, j'allais à l'école avec des nausées, quoi. J'avais envie de vomir, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte, bah oui, parce que je suis de Prakriti Kapha. Donc, moi, c'est clair et net que le matin, il ne faut pas que je mange et il faut que je me speed, il faut que je me booste, parce que je dors encore, hein. Avant 10 heures, j'ai beau être réveillé, mais en fait, mon corps est complètement endormi. Donc ça, le fait que j'ai trouvé du sens à ça. Et donc, je sais le matin ce qu'il fait. Il faut que je me réveille, limite que je fasse un peu d'exercice ou que je prenne une douche pour me réveiller. Et après, voilà, un truc un petit peu stimulant, genre le café, pour moi, le matin, c'est plutôt pas mal, dans le sens où ça va stimuler mon kapha, c'est ça qui va me réveiller. Après, il y a d'autres trucs. Je peux faire une tisane de gingembre, il faut des trucs stimulants. Ça, c'est vraiment le matin, si je ne suis pas stimulé, je reste complètement dans les pantoufles jusqu'à midi. Or, j'ai une vie, il faut que je me bouge. Donc, mais en même temps, ça me fait du bien. Voilà. Après, le soir, effectivement, là, bon, avec la vie que je mène, entre le boulot, les gamins, tout ça, c'est difficile de se poser le soir. Ça, c'est voilà, c'est à dire à une maman ou un papa qui a des enfants en bas âge, bah oui, alors pendant la période Vata du soir, il va falloir méditer pendant 20 minutes, 1 heure, etc. C'est pas évident. C'est l'heure du rush où il faut faire à manger pour les gamins, il faut faire le bain, il faut faire ceci. Mais au moins, on peut le faire cool. C'est-à-dire y aller tranquille, essayer un petit peu plus de respirer. On dit que c'est le moment où Vata est fort, quoi. Donc là, il faut essayer, voilà, de ralentir un petit peu le rythme. Mais ça, on peut le faire. Même quand on a plein de choses à faire, on n'est pas obligé de faire tout en même temps et s'en mêler les crayons. Donc simplement le fait de prendre un petit peu de recul, ça, c'est pas mal. Voilà. Après, il y a des trucs, je veux dire, on parle de dinacharya, mais dans les textes, se brosser les dents, c'est de la dinacharya. Tout à fait. Se prendre une douche, c'est de la dinacharya, en fait. Tout à fait. Donc, bon, je ne sais pas ce que tu Alors, du coup, entendais exactement par ça. non, la réponse est vaste. Ouais, Il y en a, c'est l'automassage, il y en a, c'est le Ah oui, gratte-langue, oui. il y en a, c'est de boire l'eau chaude le matin. Oui, Donc, à ouais. chacun son petit truc. Ouais, ma compagne, elle boit ça depuis un moment de l'eau chaude tous les matins. Ouais. Ça lui fait du bien, énormément de bien. Ouais, il me faut un truc un peu plus péchu. Voilà. Alors, moi, j'avoue qu'il y a eu longtemps où le matin, ouais, pareil, avec le côté vata, c'était hors de question que je mange. Et après, j'écoute aussi en fonction des saisons. Là, tu vois, on a eu une rentrée dans ma région, en tout cas dans le froid, en tout cas le froid matinal assez rapide. Et là, par contre, j'ai eu plusieurs matins où je me suis levée en ayant littéralement les crocs et le ventre qui grogne. Et là, je me suis dit, bon, bah voilà, là, d'habitude, je mange pas, mais là, ouais, je vais manger un petit truc. Et le besoin d'avoir quelque chose de chaud, vraiment ce côté besoin d'être réconforté. Donc, il y a aussi cette écoute en fonction des saisons. Et puis, comme on sait, hein, les rituels peuvent varier si on s'adapte. C'est pas à l'année et quotidiennement non-stop exactement la même chose. Alors du coup, tu as indirectement répondu, mais quels sont aussi tes écarts ou ce qui n'est pas très ayurvédique dans tes habitudes? Là, par exemple, on sait que le petit-déj le matin, c'est pas forcément ayurvédique, parce que même un vata, on lui recommande de réguler et d'avoir aussi son petit déjeuner le matin, normalement, même s'il est léger.
Ouais. Euh, Alors, j'ai tendance à grignoter pas mal le soir, moi. Ça, j'ai tendance à avoir des fringales quand je me couche un peu tard, c'est-à-dire au-delà de 11 heures, j'ai faim, en fait. Mais ça correspond vraiment à la phase nocturne du Pitta. Donc là, il se réveille chez moi vers 11 heures, par là, ouais. 11 heures, 10h30 même parfois ça commence, jusqu'à 1 heure. Et là, si je fais pas attention, je grignote. Et je le paye parce que je dors moins bien. Le matin, je suis encore plus dans le pâté. C'est pas un moment donné où le feu digestif il doit fonctionner. C'est plutôt le feu du pita le soir. C'est plutôt un feu qui va intégrer, quoi, qui va intégrer toutes les informations. Il doit plutôt être haut dans le corps, ce feu du pita du soir. Alors que quand on mange, bah, il redescend, hein, clairement. Non, ouais, là, j'avoue. Mais en même temps, bon, j'ai faim. Alors, il faudrait peut-être que je compense en buvant, un truc comme ça, mais j'ai vraiment faim, quoi. Ou alors en me couchant plus tôt. Il y a aussi ça. Mais avec les années, quand même, je me couche de plus en plus tôt. Parce que je me lève aussi de plus en plus tôt, forcément. Ça, c'est pas trop une volonté de ma part, mais je me vois que par rapport à quand j'étais ado, quoi, ouais, des fois, je me couchais super tard, je me levais tard aussi. Maintenant, avec Oui, la c'est vie d'adulte, entre guillemets, ouais, à 7h30, j'ai les yeux qui s'ouvrent automatiquement, quoi. la Voilà. vie familiale impose un Oui. autre Ah bah rythme. complètement, complètement. Voilà, il y a ça. Sinon, bah non, je mangeais de la viande avant, mais là, je suis devenu végétarien. Ah, c'est assez récent. J'ai mis beaucoup d'années à faire ça. Alors, je c'est pas du tout une recommandation ayurvédique, hein, générale. Générale, j'entends. Mais ça me va pas mal parce que comme je suis plutôt capable, bah, la viande, c'est de toute façon, quoi qu'il en soit, Lourd. ça reste lourd, hein. Donc, ça m'allège un peu, mais je compense quand même avec le fromage. Donc, du coup. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Donc bon, mais oui, je m'en porte pas plus mal, mais j'avais tendance, effectivement, en plus vivant dans le sud-ouest, là, c'est des viandards ici, hein. Je suis pas d'origine Après, du sud-ouest. je dirais c'est français aussi quand même, hein, la Oui, culture viandarde entre guillemets. ouais, complètement. Ah, à un moment donné, j'ai saturé, je me suis dit, c'est tout, c'est trop, quoi, j'en peux plus. Donc voilà. Voilà, grosso modo. Ok. Oui. La neuvième question, alors si tu en as, parce que tu as déjà un agenda, je pense, bien rempli avec toutes tes différentes cordes à ton arc, as-tu des envies ou des projets pro à venir? Oui. euh, Bon, effectivement, là, on maintient un petit peu le bateau, hein. C'est ça l'objectif. Bon, je change un peu parce que pendant pas mal d'années, j'ai fonctionné uniquement au cabinet pour les cures, c'est-à-dire les gens qui viennent faire des cures, des panchakarma même, etc. Alors, c'est des cures courtes, hein. Quand je dis panchakarma, c'est pas le panchakarma indien avec les 3 semaines, un mois, etc. On sélectionne juste un karma et encore, etc. Donc, voilà. Ça, je le faisais au cabinet. C'est-à-dire les gens, ils viennent, prennent un Airbnb, etc. Donc c'est la formule très libre, hein. Il y a plein de gens qui aiment ça, c'est-à-dire complètement autonome. Ils viennent 2 fois par jour au cabinet, on leur fait à manger le midi. Et là, je reprends. Je dis bien, je reprends parce que je le faisais avant. C'est des cures vraiment tout compris en gîte, c'est en immersion, quoi. Des cures sur plusieurs jours en immersion. Donc là, on va faire ça au mois de novembre dans les montagnes. Cure assez orientée justement au bout de Vidya. Euh, donc là, on va reprendre ça. Je dis bien on, parce que je suis avec une collègue aussi, Catherine Martin. On va faire ça ensemble. Donc voilà, après, pour l'instant, j'enseigne la phytothérapie, parce que c'est vraiment de là d'où je viens. Mais il n'est pas exclu qu'à un moment donné, j'enseigne Bodhvidya, mais j'ai besoin d'avoir encore de l'expérience clinique, hein. J'ai besoin encore de pratiquer avant de lancer ça, parce qu'en plus, ça ne sera pas du tout la même manière d'enseigner, la même formule d'apprentissage. C'est un apprentissage initiatique, en fait, Bodhvidya. Ça peut pas être juste théorique ou en classe, etc. Il y a d'autres choses. Donc, c'est en projet, mais voilà. Et quoi d'autre? Une revue. Oui, on va faire une revue avec ma compagne, elle est prof de yoga. Donc là, on lance une revue, ça va sortir bientôt, qui va s'appeler Vahana. Donc c'est une revue qui sera sur l'hindouisme, le yoga, l'ayurveda, le tantrisme, le Vedanta, etc. Donc
avec une orientation voilà, plutôt traditionnelle, en fait, sans être traditionnaliste, hein, mais voilà, des choses qui soient assez précises. Donc, ça demande aussi beaucoup de travail d'écriture, de relecture, etc. Donc, voilà. Donc, ça va sortir incessamment sous peu. Ok, super, des beaux projets. La 10e question avant les questions bonus, entre guillemets, qui souhaiterais-tu voir à son tour en interview? Un autre praticien que tu aurais à recommander? C'est un peu délicat parce que si j'en dis un, c'est oublier les autres aussi. Il y a plein de praticiens que je respecte énormément. Tiens, je vais lui faire sa pub. Ça, c'est une bonne question parce que lui, il est en Inde, en France, en Amérique du Sud, mais il a envie de se faire un petit peu plus connaître. C'est Kalian. C'est un Vaidia français, en fait. Il s'appelle Kalian. Il s'appelle Kalian et c'est un jeune Vaidia français qui vient d'avoir son diplôme de son BAMS à l'université de Yamnagar dans le Gujarat. Et voilà, donc lui, c'est un passionné de plantes. Je veux dire, quand on est lancés tous les deux, on ne peut plus s'arrêter. Et je crois même que lui, en termes de plantes ayurvédiques, il s'y connaît encore mieux que moi. Ça, c'est très impressionnant. Et voilà, donc lui, il vit, ses parents étaient en Inde, hein, je pense, c'était à l'époque des hippies, etc. Donc il a grandi en Inde. Et, mais maintenant, il passe en France et il veut un petit peu faire des consultations. Et donc, comme ça fait un petit moment que je suis dans le métier, on a un peu échangé là-dessus. Bon, on échange beaucoup sur la chimie aussi. Ouais, Kalian, il s'appelle, hein, c'est un Védia. Tu me transmettras par écrit Ouais, ses ça marche, coordonnées. ouais, d'accord. Ok. Super. Après, il y en a d'autres. Vincent, tu parlais de Vincent Maréchal. Bon, c'est quelqu'un qui a eu de l'importance pour moi, parce que quand je suis rentré d'Inde, j'avais été le sollicité. Voilà, il y a Vincent Maréchal, bien sûr. Après, il y a son élève, Fabien Correc, que j'aime beaucoup aussi. Il y a plein de gens que j'aime bien dans le milieu de l'Ayurveda. Tu m'enverras leurs coordonnées. Pourquoi pas. La 11e question, donc la question bonus, c'est la question en fait de l'interviewé précédent. Et donc, elle vient de Isabelle Namasté, qui est sur Bordeaux. Non, Sophie Ancel, pardon. C'est le nom qu'elle m'avait recommandé pour une autre interview. Donc, ça vient de Sophie Ancel de l'Instant Ayurveda. Et elle, sa question était « Qu'est-ce qui t'épanouit le plus dans ta pratique ?» Ce qui m'épanouit, c'est le fait de voir des patients qui puissent trouver du sens à ce qui leur arrive. Ça, c'est vraiment gratifiant, je trouve. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un déclic. On sent qu'il y a le déclic chez le patient ou la patiente. Et que ça soit sur le plan vraiment purement physique, que ça soit genre, ouais, je suis en train de faire ça, c'est ça qu'il me fallait, je le savais, et puis ça me fait du bien, et maintenant, ou que ça soit, moi, plus dans ma pratique, sur un plan plus psychique, en fait, voilà, des schémas dans lesquels elle était emprisonnée, qu'elle comprend d'où viennent ces schémas, qu'elle sort et qu'elle puisse après en sortir. Hein. Ça, ouais, ça m'épanouit. Ça, je me dis, il s'est passé quelque chose, je suis utile quand même. Et voilà, j'ai juste servi de relais, mais finalement, le relais était aussi important. Donc, je me dis, ça fait sens, quoi. Moi, j'aime bien quand les choses ont du sens. Hein. Ça correspond aussi à mon orientation psychologique. Ouais. Je peux comprendre. Ouais. Et donc, la dernière question, toi, quelle question aimerais-tu poser à la prochaine personne qui sera interviewée? Waouh, ah oui, je laisse, ça peut être laisser un piège après moi, que c'est pas une question. Qu'est-ce que je pourrais. Est-ce que non, c'est un peu une question qui peut être piégeante, donc c'est pas cool.
Oui, je sais pas comment comment elle verrait comment elle verrait la dimension spirituelle. C'est-à-dire, est-ce qu'elle considère l'Ayurveda comme aussi une passerelle vers la spiritualité? D'accord. Donc, Parce comment elle voit, que, ou il voit la ouais, dimension spirituelle de l'Ayurveda? Ah, ok, très bonne oui, question. Sympathique. parce que, bon, mine de rien, quand on lit les textes classiques, l'Ayurveda, c'est une révélation. Alors, ça paraît un gros mot comme ça, parce que quand on entend révélation, on pense religion tout de suite, mais ça reste une révélation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a été entendu par les sages, compris par les sages et transmis du monde spirituel. Donc ça veut dire qu'il y a un lien entre les deux, quoi. Je serais curieux de savoir comment les autres praticiens relient les deux. Voilà. C'est une question que je serais très curieuse de poser lors de Ouais. la prochaine interview. Donc, on a fait le tour. Merci à toi pour ton intervention. Merci à Merci, toutes les Nathalie. personnes qui nous regardent. Donc, je rappelle, premier et troisième mardi du mois, rediffusion sur Facebook et YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Noélie Zen, accompagnatrice bonheur et bien-être. Et donc, merci à tous. Namasté.